Commencer avec vous, Thierry Pouche. Alors, je sais que vous avez des slides, peut-être que vous voulez vous mettre au pupitre pour nous dresser un état des lieux des exportations agricoles et agroalimentaires françaises. Ça va être très bref. Il ne faut pas prendre trop de temps et laisser les débats s'installer. Je voudrais quand même indiquer à Yannick Philippe que l'initiative était quand même très appropriée, étant donné ce que nous connaissons depuis le début de l'année. Je faisais partie de ceux qui pensaient que ça allait tenir assez longtemps, malgré l'érosion de notre compétitivité. Notre excédent était encore relativement confortable. On a bénéficié de l'année 2021 et de l'année 2022 avec un excédent à 2 chiffres, ce qui était assez remarquable, et puis c'est redescendu. Mais c'est beaucoup plus ancien, évidemment, mais je pensais que ça tiendrait malgré tout, et on en avait parlé au moment du salon, justement. Là, je dois dire que c'est quand même un choc assez terrible de voir que notre commerce extérieur s'effiloche de mois en mois depuis le début de l'année, avec un solde de 2024 qui est quand même le plus faible depuis l'année 1986. Et probablement, ça a été dit tout à l'heure, mais qu'on va finir l'année juste à l'équilibre, en léger excédent, peut-être aussi en léger déficit, ce qui serait quand même une première. Alors ça se voit très bien sur un indicateur qu'on enseigne aux étudiants. Le taux de couverture, c'est le premier indicateur de compétitivité qu'on étudie. Après, il y en a de beaucoup plus sophistiqués, évidemment, hein, avec des techniques statistiques très complexes, mais celui-là, il est très simple. Vous prenez vos exportations, vous les ramenez aux importations, et ça vous permet de montrer que vos exportations couvrent vos importations. On était très confortable, vous voyez, pendant pas mal d'années, entre 140 et 160%. Au-dessus de 100, en général, on considère que le pays est compétitif. À 100, il est à peu près à l'équilibre. Et en dessous, c'est plus problématique. Donc on pourrait évidemment décomposer ça filière par filière. On verrait que les fruits et légumes seront avec un taux de couverture extrêmement faible, évidemment. Et puis en vin et boissons ou en produits laitiers, ça serait particulièrement élevé. Mais ce qui m'a interpellé dans l'évolution de cette courbe jusqu'en 2024, c'est pour ça que l'année 2025 va être passionnante à regarder, c'est qu'on est quand même passé de 140 à 160, une fourchette, et là on se rapproche de 100%. Donc ce qui veut dire, ça a été évoqué tout à l'heure par Dominique Chargé, mais on exporte de moins en moins et on importe de plus en plus. Donc voilà un indicateur qui est assez préoccupant et assez parlant et qui invite évidemment à examiner ça globalement, filière par filière, et puis à trouver les conditions du redressement. Je précise une chose, quand même, on va essayer de se rassurer, nous ne sommes pas seuls dans ce cas-là. Il a été question des États-Unis, mais voilà une puissance qui a longtemps été la première puissance agroalimentaire du monde à l'exportation, avec un solde excédentaire particulièrement performant, puissant depuis les années 50. Et voilà, depuis 4 ans, hein, je parle un peu sous le contrôle de Xavier, voilà, depuis 4 ans, un pays qui connaît son déficit commercial agroalimentaire. Et c'est quand même très ennuyeux parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui était excédentaire dans la balance commerciale des États-Unis. En 2024, la balance commerciale globale, tout produit confondu, c'est 1200 milliards de dollars. Et les États-Unis ont enregistré un déficit agroalimentaire de 31 milliards de dollars l'année dernière, avec des perspectives tracées par l'USDA particulièrement préoccupantes. Donc vous voyez qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Je pense qu'on pourrait, de façon assez synthétique, indiquer que cette mondialisation a complètement rebattu les cartes, et en particulier depuis la période de pandémie de Covid, et surtout avec la guerre en Ukraine. On est là avec cette guerre en Ukraine, on a des racines agricoles d'un bouleversement mondial qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et nous en sommes les victimes. Alors après, évidemment, Miguel nous a rappelé qu'il y a certaines puissances qui s'en sortent. Je pense qu'il faudrait suggérer, du coup, de regarder aussi l'histoire. L'Espagne est une puissance maritime qui a conquis aussi le monde, les Pays-Bas également. Nous, on a toujours été très en retrait de la perspective maritime, de la conquête. Si je peux me permettre ce crochet vers l'historien Fernand Braudel, dont nous célébrons le 40e anniversaire de la disparition cette année. Fernand Braudel expliquait qu'au XIIIe siècle, la France était une grande puissance parmi les meilleures du monde parce qu'elle concentrait à travers les foires de Champagne tous les flux commerciaux
qui passaient par là. Dès que les voies maritimes ont commencé à être explorées, on n'a pas voulu s'engager là-dedans. On considérait qu'on allait continuer à être au premier plan avec nos foires de champagne. Et là, l'occasion de la puissance a été perdue quasiment jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sur le regard de l'histoire, il faut peut-être regarder ça. Ensuite, ce qui m'interpelle depuis déjà pas mal d'années, c'est ce graphique. Et ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Nous avons perdu notre compétitivité, nous avons eu une érosion sur l'Union européenne. Ce sont nos partenaires de l'Union européenne qui nous causent autant de misère, alors que sur les pays tiers, même s'il y a une inflexion en fin de période, l'essentiel de notre commerce extérieur provient de nos échanges avec les pays tiers. Mais c'est à double tranchant, parce que les pays tiers, ils peuvent appliquer des droits de douane, comme la Chine ou les États-Unis. Les pays tiers, ils peuvent aussi considérer qu'ils ont d'autres priorités que les produits français. Et puis nous avons, ça a été évoqué aussi tout à l'heure, cette parité monétaire. On n'en a pas beaucoup parlé, on était très convaincus que l'euro c'était formidable, mais lorsqu'il est très élevé, comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut doubler l'effet de droit de douane avec 30% d'augmentation, 15 plus 15, ça c'est quand même important. Et dans le passé, on avait au moins ce privilège de pouvoir dévaluer notre monnaie pour rebooster nos exportations, même si ça marchait plus ou moins bien, à part celle de 1969, les autres n'ont pas été forcément convaincantes. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose. Ça relève de la Banque centrale et ça relève du Conseil des ministres de la zone euro. Donc il faut les réunir, les convaincre que dans la situation actuelle. Et je suis un petit peu embêté de dire ça à Dominique Chargé, mais ce n'est pas conjoncturel. Parce que M. Trump, justement, détient cette arme aujourd'hui. Il a nommé un de ses principaux conseillers à la Federal Reserve pour justement continuer à affaiblir le dollar et continuer à essayer d'inverser cette dégradation qu'ils connaissent de leur commerce extérieur et en particulier de leur commerce extérieur agroalimentaire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez préoccupant. L'Union européenne, qui était notre débouché prioritaire, privilégié, presque naturel, n'est plus. Nous sommes déficitaires maintenant, même ça se redresse un tout petit peu, ça s'est un peu amélioré depuis le début de l'année 2025, mais il n'en reste pas moins que nous avons là de sérieuses difficultés. Il faut y voir probablement les effets des élargissements successifs. Et je vous suggère de réfléchir. Nous allons passer de 27 à 36. Alors évidemment, il y a de petits pays qui ne sont pas forcément des grands pays agricoles, mais entre l'Ukraine et la Serbie, il va falloir quand même regarder aussi quels sont les avantages comparatifs de ces pays, quels sont les avantages comparatifs que nous avons encore, et comment on va lutter contre la concurrence qui va arriver dans les 10 prochaines années sur le territoire européen. Deuxièmement, et encore, j'ai envoyé ça il y a quelques semaines déjà, et on a eu le chiffre de septembre, nous avons un nouveau déficit au mois de septembre de 121 millions d'euros. Donc si vous cumulez, au bout d'un moment, vous allez voir qu'à la fin de l'année, ça va être extrêmement compliqué de dégager un excédent. Après, il y en aura pour certaines filières, la viticulture, elle se tient encore bien, les spiritueux moins bien, mais là, au mois de septembre, on voit bien que les boissons, les vins commencent à reculer, justement, à cause des effets de ces droits de douane. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à retenir. Et puis ça a été rappelé tout à l'heure aussi, en cumul, sur les 12 derniers mois, on a quand même perdu 80% d'excédents, ce qui est quand même vertigineux quand on regarde le passé, où on pouvait progresser sur notre excédent agroalimentaire. Et il y a des filières qui commencent à reculer fortement. Il y a des représentants dans la salle de la viande bovine. Voilà un exemple clair où on recule. Depuis le début de l'année, l'Union européenne a importé 279 000 tonnes de viande bovine, dont 133 000 en provenance du Mercosur, c'est-à-dire plus que le contingent qu'on leur a accordé dans l'accord. Et l'accord n'est même pas appliqué encore. Donc vous voyez que ça commence à devenir extrêmement périlleux. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, il y a des ressources, il y a des atouts, il va falloir travailler, un petit peu s'inspirer de certains autres pays maintenant, l'Espagne en fait partie. Voilà, donc il y a des choses à faire, il y a toute une bataille à engager autour de notre commerce extérieur agroalimentaire. Et je le dis d'autant plus que notre commerce extérieur global lui-même est tellement déficitaire. On est chaque année entre 80 et 100 milliards de déficit depuis des années et des années. Nous avons perdu les excédents sur l'automobile déjà depuis fort longtemps. Donc au bout d'un moment, il ne va plus rester grand-chose, vous voyez, et ça paraît quand même assez
assez ennuyeux et assez préoccupant. Je crois que j'ai fini. Déjà bon. Eh bien, je vous invite à nous rejoindre pour continuer nos échanges. Oui, vous pouvez le laisser là. Parfait. Alors, très rapidement, Thierry Pouche, quels enseignements est-ce que vous tirez de ce constat que vous venez de faire et également des disparités qui existent entre les différentes filières? Si on prend la position de la France sur l'Union européenne, on a subi une concurrence qui a été progressive, qui s'est mise en place. On s'en est pas forcément bien rendu compte au début, mais l'exemple de la Pologne est absolument caractéristique. Quand on regarde ce pays qui est arrivé dans l'Union avec des surfaces de 1 hectare en moyenne, où on était plutôt sur de l'autoconsommation, et qui est devenu une grande puissance exportatrice dans l'Union, c'est la 5e ou la 6e exportatrice de l'Union. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Et puis après, sur la mondialisation, j'ai quand même le souvenir que beaucoup d'acteurs économiques considéraient que cette mondialisation d'un œil relativement favorable, puisque ça ouvrait des marchés, sans s'apercevoir que cette mondialisation était en train de produire des concurrents qui allaient nous rattraper et parfois nous dépasser. Donc là, il y avait une dialectique qu'il fallait avoir à l'esprit, et ça, c'est assez préoccupant. Et donc, depuis le début des années 2000, on a vu cette érosion de la compétitivité. On a été dépassé par les Pays-Bas et par l'Allemagne. Et les élus chambres, je me souviens, notamment Guy Vasseur, qui était mon président, étaient scandalisés, enfin choqués de voir l'Allemagne, puissance industrielle, exporter plus de produits agricoles et alimentaires que la France. Je précise quand même, et je rassure, l'Allemagne, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, est quand même le premier déficit commercial agroalimentaire de l'Union européenne. C'est entre 25 et 30 milliards de déficit par an. Donc elle peut exporter plus que nous, mais elle importe quand même aussi massivement. Donc ça peut aussi être un élément pour rassurer les constats. Mais j'ai quand même remarqué sur les graphiques de Miguel l'extraordinaire progression des exportations espagnoles. Vous vous rendez compte ? On est presque à 20% des exportations totales. Alors que nous, on plafonne depuis des années selon les années, entre 11 et 13%. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez qu'ils sont partis de plus bas et ils sont arrivés beaucoup plus haut. Donc là, il y a des frottements, là, des choses qui sont en train de se passer, qui sont assez... qui exigent, c'est vraiment un impératif de regarder, de mesurer le plus possible et d'essayer d'anticiper maintenant. Donc on est dans un contexte où la concurrence est particulièrement acharnée, avec maintenant tous les coûts sont permis pratiquement, des droits de douane par-ci, des droits de douane par-là. Je vous rassure aussi, sur les droits de douane, Donald Trump est en train de reculer, non seulement parce qu'il y a de l'inflation intérieure, il a été élu quand même sur l'échec de Biden sur la question de l'inflation, et puis il est quand même sous la menace de la Cour suprême, qui a quand même émis un tout petit avis en disant oui, c'est quand même étrange de voir un président, c'est pas ses prérogatives, c'est plutôt le Congrès, donc il pourrait se passer aussi des choses, et il est obligé de reculer un petit peu, d'affaiblir ses droits de douane en raison de l'inflation, et puis son dollar qui est faible, c'est peut-être un avantage pour ses exportations, mais ça importe aussi de l'inflation, donc voilà, il est obligé de réviser un petit peu sa stratégie. Alors, on a beaucoup évoqué aussi les mesures, les contre-mesures qu'il peut y avoir au niveau international, mais aussi au niveau européen. Frédéric Testu, quel regard est-ce que vous portez sur les politiques européennes menées à ce jour sur l'export? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je représente aujourd'hui Inaport. Donc, je vais parler un peu plus de la filière porcine et FIPSO, donc ma société. Juste un clin d'œil, on fait aussi du porc en dehors de la Bretagne. Donc nous, on est dans le sud-ouest et on est près de l'Espagne, qui est le leader européen, voilà, où on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Donc nous, ce que je peux dire, c'est qu'on a l'impression que les politiques, à la fois européennes et françaises, ne nous soutiennent pas vraiment. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de soutien à des grands secteurs comme l'aéronautique, l'automobile. Aujourd'hui, on est un peu... le bouc émissaire de ces politiques, puisque dans le porc, on est taxé à 20% sur la Chine, les Espagnols aussi, et ça nous impacte très fortement. On est à la croisée des chemins aussi. On a besoin de porteurs de projets, on a besoin d'initiatives, on n'est pas aidé. Quand vous voulez créer un élevage de porc, c'est très compliqué. Donc ça part de là, notre dynamique.
pour continuer à pouvoir se développer. Malgré tout, moi je reste très optimiste. Et un petit détail aussi, souvent on a la pression sociétale en nous disant « Attendez les gars, pourquoi vous voulez produire plus puisque vous exportez 15 à 20%. Donc un bémol, je crois que ça a été dit, on exporte vraiment des produits qui ne sont pas consommés en France dans la filière porcine, des pieds, des queues, des têtes, etc., qui nous permet même de vendre, moi je dis souvent ça à mes clients GMS, parce que qui me dit tu as perdu la valorisation que tu avais sur la Chine. Non, ça nous permet de vendre moins cher sur la France les produits nobles. Ça ramène de la valeur ajoutée, c'est très important. Donc il faut rester mobilisé, mais c'est vrai que quelquefois on n'est pas toujours aidé. Oui, vous parlez du consommateur, c'est vrai que, in fine, apporter de la valeur au consommateur, c'est aussi important. Alors, je voudrais revenir rapidement avec vous, Thierry Puech, sur la compétitivité de la filière agroalimentaire, avec toutes ces difficultés qu'on a largement évoquées. Comment est-ce qu'on peut réagir face à ce constat ? Pour un économiste, oui, ça m'en va. Parce que pour un économiste, c'est la question qui tue vraiment. Comment est-ce qu'on régénère un avantage comparatif ? Un certain nombre de pays considèrent qu'ils ont perdu sur des avantages comparatifs, ils passent à autre chose. D'autres estiment qu'il faut au contraire redonner un petit coup de dynamisme avec des politiques économiques appropriées, avec de la fiscalité, avec une politique commerciale adaptée. Donc c'est tout à fait possible. Je précise quand même que la France partait de rien en produits agricoles et alimentaires. On a été déficitaire pendant assez longtemps, jusqu'à la fin des années 60 à peu près, et puis ça s'est redressé, et on est retombé pour s'installer durablement dans l'excédent à partir de 1978, ça a été rappelé tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que ça a été aussi évoqué. Réunir toutes les forces. Ces assises de l'exportation, c'est un premier maillon. Il faut essayer de réunir un petit peu tous les acteurs. Un certain nombre d'économistes considèrent que la compétitivité, au-delà de la distinction prix-hors prix, et dans le hors prix, il faut intégrer la structuration des filières, qui peut être un élément de la compétitivité. Il a été question tout à l'heure de la logistique. Mais un certain nombre d'économistes mettent en avant maintenant, pour étudier la compétitivité, l'impératif d'une logique partenariale. C'est-à-dire que si les acteurs des filières s'opposent, l'un essaye de tondre la laine sur le dos du suivant ou de celui qui précède, etc., vous êtes quasiment fichu, surtout dans le contexte actuel. Donc il y a une logique partenariale qui devient prioritaire pour essayer de régénérer de la compétitivité. Je pense que ça fait écho à ce qui se passe en Espagne depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors, décentralisé ou pas, je ne suis pas certain que ça se joue là-dessus, mais il me semble qu'il y a une stratégie nationale qui est faite là-dessus. Et d'après les informations que j'ai, les Allemands, qui sont déficitaires depuis maintenant très longtemps, commencent à se demander comment ils vont faire pour réduire le déficit commercial agroalimentaire. Donc vous voyez que tout le monde s'y met pour essayer de voir comment on peut aspirer, mettre en place des facteurs de compétitivité, car la question alimentaire est tellement devenue géostratégique que si vous reculez, si vous êtes dépendant, si vous importez massivement, eh bien vous êtes à la merci justement de celui qui vous fournit, alors que inversement, les autres pays étaient à notre merci pendant des années, si je peux m'exprimer ainsi, pour se nourrir. Et on voyait bien tout à l'heure ce qui était dit sur le bassin méditerranéen avec Philippe. C'est extrêmement important. Et si les céréales se sont redressées depuis le début de l'année, certes, on a perdu le marché algérien pour l'instant, mais il y a eu un surcroît de demande sur le Maroc, sur l'Égypte, etc. Donc, vous voyez bien qu'il y a des possibilités de rebondir, mais ça, c'est un travail de vraiment très long terme pour tout mettre en place et essayer d'avoir un peu de souplesse à chaque fois qu'on décroche. Alors, on va parler des produits parce que c'est important qu'ils correspondent plus finement à la demande mondiale. On a évoqué l'export de produits à forte valeur ajoutée, mais il n'y a pas que ces produits qui s'exportent. Non, il n'y a pas que ces produits qui s'exportent, il y a aussi ce qu'on appelle les commodités, tout simplement. Un quintal de blé,
voilà, qui permet de faire de la farine, du pain, de la poudre de lait, la poudre de lait infantile. Voilà, ça c'est un produit qui n'est pas, ça a de la valeur ajoutée parce que c'est de la poudre qui est issue du lait, mais c'est pas un produit à très très forte valeur ajoutée comme peut l'être un fromage par exemple ou une viande abattue, transformée, conditionnée, etc. Donc je pense qu'il faut conjuguer cette compétitivité prix justement avec des produits d'entrée de gamme et une compétitivité hors prix qui va intégrer justement cette valeur ajoutée, la qualité, le service après-vente, l'information sur le produit, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme le contenu en service du produit qui va être exporté. Ça, c'est important, parce que ce n'est pas qu'un produit qui va être consommé par un consommateur standard, mais c'est aussi un ensemble de services qui est apporté au consommateur à travers la marque, le territoire, à travers le conditionnement, la conservation, etc. etc. Alors, pour soutenir des exportations, est-ce qu'il n'y a pas un rôle plus affirmé, c'est une question rhétorique, mais on a un peu la réponse, mais, à avoir de la part de la France ou de l'Union européenne au niveau diplomatique, justement pour accompagner cet export? Là aussi, il y a des sources d'inspiration. Vous avez des tas de pays qui, à chaque fois qu'il y a un voyage officiel, un voyage d'État, vous avez un représentant de l'agriculture, de l'industrie agroalimentaire. Alors ça a été évoqué par le représentant de la Bretagne. Là. Donc ça c'est important, mais il faut le généraliser à chaque fois. Alors on va peut-être passer aussi la parole sur ce sujet à Jean-Paul Toris. La diplomatie économique, c'est un enjeu majeur pour relancer les exportations. Je vais commenter. D'abord, merci à Yannick et au CNPA pour cette journée. Je crois que j'ai jamais entendu un constat aussi clair et aussi pertinent sur notre déclin de l'export, et je vous remercie. Je vais vous dire le point de vue de l'industrie agroalimentaire. Il faut rappeler qu'ici, avec la coopération agricole, l'ANIA, nous sommes le premier secteur industriel de France, mais non seulement de France, mais nous sommes le premier secteur industriel d'Europe. C'est 1200 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe, 4,7 millions d'employés. C'est, et aussi, il faut le dire, le premier secteur exportateur d'Europe. Et là, la comparaison va nous faire mal, parce que l'Union européenne exporte 180 milliards d'euros d'agroalimentaire, on importe 100, vous faites vite le solde, plus 80. Donc là, on voit à quel point nous sommes décrochés. Alors, quand je parle d'Europe, évidemment, on en a beaucoup parlé. Elle est d'actualité, les négociations commerciales multilatérales. Et la question qu'on se pose, puisque l'Europe est sous le feu des critiques, je suis aussi président du pôle agri-agro du MEDEF, et on va souvent à la rencontre des commissaires européens. Et on leur dit, mais ces accords sont complètement déséquilibrés, etc. Ils nous répondent, détrompez-vous. Le commissaire Sefcovic vient de publier le bilan agroalimentaire. La plupart des pays progressent et utilisent les avantages du commerce multilatéral européen. Alors, nous, les Français, la question qu'il faut qu'on se pose, on joue, Yannick a parlé de conquête, hein, on joue beaucoup en défense. On joue en permanence en défense. Protection, voire certains diront protectionnisme, conditions d'accès au marché compliquées, demande légitime à mon avis, mais de clauses de sauvegarde et de clauses miroirs, mais on est très en défense. Et la question, pour venir à la diplomatie économique, pourquoi ne sommes-nous pas assez en attaque? Pourquoi, contrairement à d'autres pays, ne développons-nous pas assez? Et c'est un plan national, hein. J'ai participé à un sommet France-Pologne qui a été mentionné. J'ai fait un voyage avec le MEDEF au Maroc. Ce sont des pays qui ont décrété que l'agroalimentaire était une priorité nationale, que c'était un grand secteur, évidemment, pour l'agriculture, l'amont agricole. Ils veulent être des grands pays agricoles et veulent être aussi des grands pays de transformation et de conquête. Et la question qu'on doit se poser en France, c'est comment le redevenir un grand pays de conquête. Et c'est pour ça que j'abonde dans ce que vous dites, dans tout voyage officiel,
il devrait y avoir accompagnement des pouvoirs publics quand ils se déplacent, des pouvoirs régionaux, de tout voyage officiel, une délégation agroalimentaire en tant que premier secteur économique de ce pays et premier secteur économique européen. C'est vrai que c'est souvent maintenant des relations bilatérales européennes, et je vais vous donner un exemple où là je pense que nous serons soutenus par la France. Sur la Chine, on s'étonnait tout à l'heure que la Normandie exportait tout le temps beaucoup vers la Chine. Moi je connais la réponse, elle exporte beaucoup de beurre et de crème pour servir la bonne pâtisserie française. Et puisque vous parlez, monsieur, de service après-vente, pourquoi on vend beaucoup de pâtisserie? Parce que nous avons des systèmes de mise en service, de cuisine conseil, hein, de chefs experts qui conseillent nos clients chinois sur la façon d'utiliser les produits pour faire aussi bon qu'en France, avec des produits français bien sûr. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous sommes, et ici dans la salle, nous sommes quelques secteurs concernés par les représailles chinoises sur l'agroalimentaire, hein, les vins et spiritueux, le porc et malheureusement les produits laitiers. Et là, on est quasiment sur du bilatéral, France-Chine. Et c'est vrai que nous apprécions énormément le soutien des pouvoirs publics français, et en particulier que dans le futur voyage, prochain voyage du président de la République, il emporte une délégation de nos secteurs qui sont en première ligne. Parce que là, effectivement, on touche à la diplomatie économique, on touche à des discussions qui sont largement au-delà des droits tarifaires, on touche sur des négociations globales qui sont des représailles. On a parlé, Dominique a parlé de variables d'ajustement des négociations. Là, on sait on subit les contre-coups de la bataille sur les batteries des voitures électriques, hein. Donc, il est extrêmement important qu'au plus haut niveau, l'État s'occupe, quand ça devient bilatéral à ce point-là, de nous soutenir et qu'on l'accompagne. Alors, au-delà de cette nécessaire, indispensable diplomatie économique, quelles sont les autres mesures phares pour justement aller à la conquête, pour relancer les exportations? Alors, dans une étude qu'on a fait, on a vu que les PME ETI françaises exportaient beaucoup moins que les grands groupes. On se penche la raison, je crois que vous en avez parlé, nous avons été longtemps un pays béni des dieux où le marché intérieur suffisait à très très bien vivre. Maintenant, le marché intérieur, je ne veux pas faire de politique française, mais quand il est difficile d'être très fort hors de chez soi, quand on est affaibli chez soi. Or, une étude récente a montré qu'étranglé par certains qui ne sont pas dans la salle, donc je parle plus librement, les industriels agroalimentaires français ont une rentabilité largement inférieure à la moyenne européenne. Donc il faut peut-être déjà chercher dans l'esprit de conquête inférieur le fait qu'on souffre plus que la moyenne européenne. Mais au-delà de ça, si vous voulez, on voit aussi qu'on a vécu trop longtemps sur notre marché intérieur, et la première mesure que nous tentons de faire à l'ANIA avec Coopération Agricole, c'est de former les gens, de dire « osons l'export ». C'était le titre d'un séminaire qu'on avait fait, « oser l'export ». Beaucoup ne savent pas comment faire, tout simplement, hein, n'osent pas. Et pourtant, nous avons des exemples de réussite magnifiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, de PME ETI qui ont fait des conquêtes magnifiques sur des marchés très lointains. Alors pourquoi ils n'osent pas? Parce que c'est compliqué, parce que c'est loin. C'est vrai que c'est surtout les marchés hors Europe. En Europe, la concurrence est tellement féroce, ça a été montré par notre position, que c'est plus difficile de conquérir des marchés, paradoxalement, que loin. Il y a 60 accords multilatéraux passés par l'Europe ou la France qui nous offrent des portes internationales. Là, récemment, on vient de signer l'Indonésie au niveau européen. Bon, alors l'Indonésie, on voit toujours ça, nous les Français, comme en défense, hein, ou le méchant huile de palme, etc. Mais c'est un marché de conquête. Il y a beaucoup, dans l'ensemble du monde, de marchés où se développe une consommation, une classe moyenne qui a les moyens et qui a envie de manger français. Il faut oser aller à sa rencontre. Thomas l'a dit, maintenant, c'est pas si facile que ça. Il ne suffit pas de prendre un stand sur un salon et prendre une commande. La difficulté, elle commence après, hein. C'est-à-dire, il faut
livrer, il faut se faire payer, il faut comprendre, il faut avoir les autorisations, les agréments, il faut répondre aux normes du pays. Et là-dessus, il faut avoir accès aux ressources et elles sont complexes à réunir. Justement, ces ressources publiques, parapubliques, est-ce qu'elles sont connues, accessibles? Comment faire pour les exploiter et en faire de véritables leviers de développement de l'export? Je crois que j'ai cité Thomas aussi. Il sait que pour les grandes entreprises, hein, je le dis, j'en représente une, se débrouillent toutes seules. Mais pour une petite, moyenne entreprise, il faut déjà avoir une stratégie, savoir où aller. C'est ce qu'on essaye avec Business France, de les aider à trouver des marchés d'opportunités. Ensuite, il faut se dépêtrer, si vous me permettez, dans l'ensemble de la complexité des supports que peut recevoir une entreprise en France et dans le pays qu'elle a choisi comme destination. En France, il y a Business France qui va nous expliquer les nombreux services et comment on fait le Club Export avec Business France. Je crois que ces services sont réels, mais il y a aussi, si vous me permettez, Monsieur le Président de région, c'est vrai, vice-président de région, vous comprenez que ce que j'ai découvert, c'est que chaque région a son programme. Si vous êtes du bon côté du département ou du mauvais, c'est pas facile. Chacun a son programme. Il y a l'Agence française de développement, il y a la BPI, il y a tout un tas de supports dans lesquels il y a le MEDEF international, il y a tout un tas de choses, d'organismes, qui sont disposés à aider les entreprises à mieux exporter, qui ne sont pas assez connus, pas accessibles. Donc il faudrait un annuaire des ressources à mobiliser. Et là, ensuite, il faudrait aussi que quand on a choisi un pays d'exportation, soit bien connu et bien expliquer le support diplomatique français, pour revenir à la question, qui est important. Les conseillers agricoles, les conseillers économiques, les chambres de commerce internationales. Chaque fois que vous allez dans un pays, vous trouvez sur place un écosystème qui est extrêmement, extrêmement pertinent et utile. Encore faut-il le connaître et y avoir accès. Très bien. Alors, Frédéric Testu, au-delà du sujet des tarifs douaniers qu'on a largement abordé, quels freins rencontre votre filière, quels autres freins rencontre votre filière à l'export? Alors, on peut dire que c'est assez variable en fonction des régions. Donc, il n'y a pas une harmonie à tous les niveaux. Moi, dans mon cas, ça se passe assez bien. On est habitué à recevoir avec Inaport et Culture Viande des missions d'audit de pays étrangers. Donc on collabore avec les services de l'État, l'administration, donc là il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines régions où c'est plus compliqué, vous avez des containers qui sont bloqués pour des questions administratives quelquefois un peu futiles. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer le paradigme de l'administration, c'est-à-dire que nous on a besoin de les avoir à nos côtés, on pourrait dire qu'on est le Team France. On n'est pas contre eux, on est des entreprises responsables, on respecte la réglementation, mais il ne faut pas nous en mettre trop sur le dos. Il faut libérer un peu les énergies. Et on se bat contre tout ça, on est très fiers du boulot qu'on fait. Et c'est vrai que... Alors imaginez pour une toute petite entreprise, il y en a plein, il y a une myriade d'entreprises qui auraient du potentiel à l'export, mais c'est vrai, ce qui était dit auparavant, quelquefois on n'a pas l'énergie de combattre tout ce parcours du combattant. C'est presque plus difficile de faire ces tâches administratives que d'aller trouver des clients. Alors, donc c'est quand même c'est une des pistes, la simplification, l'homogénéisation. Oui, simplification. C'est une des pistes. Est-ce qu'il y en a d'autres, puisqu'on est aussi là pour mettre en perspective les solutions? Harmoniser tout ça, libérer les énergies, voilà ce que je peux dire, et qu'on ait une meilleure compréhension avec notre administration pour être plus fort à l'export. Alors, cette complexité administrative, elle décourage les entreprises, vous pensez? Oui, je pense, oui. Nous comme je l'ai dit précédemment, nous on est assez roués à ces rouages, mais je faisais un point avant de partir avec notre directrice qualité et je lui posais des questions. Est-ce que tu vois des freins à l'export, tout ça? Donc souvent, vous avez l'administration qui ouvre des parapluies, c'est plus des parapluies, c'est des parasols. Donc, pour pas prendre de risques, souvent, on va, excusez-moi du terme, mais embêter un peu les entreprises, Donc, tout ça, je sais pas, on est là pour défendre notre pays.
On a des pays qui se sont développés beaucoup plus vite que nous. Je prends le cas de l'Espagne. Nous, pour faire aboutir un projet d'élevage, pourtant dans le sud-ouest, on a une très faible densité porcine, mais c'est pas grave. Voilà. Mais il faut 3 ans, 4 ans, quand en Espagne, il en faut 1. Je sais pas. Donc, comment on fait? C'est ça, on a perdu du temps. L'ordre de grandeur en termes de temps voilà, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Voilà. Alors, ça peut effectivement, vous l'avez souligné, décourager peut-être certaines petites entreprises à aller à l'export. Alors, Laurence de Touchet, accompagner les PME à l'export, c'est notamment le rôle de Business France. Même chose, quel regard vous portez sur ces freins? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui certaines entreprises à aller à l'export? Bonjour à tous et merci pour cette invitation et pour cette organisation. Le premier frein, je dirais, c'est un frein financier. Alors, c'est pas le cœur de métier de Business France d'apporter des solutions financières, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'on voit sur le secteur agroalimentaire depuis 1 ou 2 ans, puisque nous, on est amené à proposer, par exemple, des salons. Faire un salon, c'est cher, ça a un coût. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément faire plusieurs salons dans l'année. C'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, je pense. Par ailleurs, nous, en tant qu'agence publique, on subventionne une partie de ces salons, mais on a de moins en moins de moyens pour les subventionner aussi. Donc, les augmentations de coûts de l'ordre de 50% qui ont lieu depuis l'après-Covid, parce qu'on a connu des augmentations de tarifs sur les salons qui sont énormes, qu'on n'a pas répercuté, bien sûr, sur les entreprises, mais à un moment donné, effectivement, il y a quand même une augmentation des prix naturels. Donc ça, c'est les problèmes financiers, je pense que c'est le premier obstacle. Après, il y a des obstacles réglementaires. Donc ça, on peut déjà un petit peu plus orienter les entreprises et conseiller sur la réglementation produit. Ça a été dit tout à l'heure aussi, je pense, c'est vous Jean-Paul, par le suivi. Je pense que c'est un manque de capacité organisationnelle d'une entreprise quand elle est petite ou de taille moyenne, de pouvoir faire un suivi immédiat après sa mission de prospection à l'étranger pour pouvoir continuer à travailler ses prospects. Et puis on sait tous très bien que au bout de quelques semaines, quelques mois, tout va retomber, il ne se passera rien s'il n'y a pas eu un suivi immédiat. Moi, j'ai été beaucoup en poste en Pologne, on en a parlé beaucoup. C'est vrai qu'avec les Polonais, si on répond pas tout de suite, voilà, c'est vraiment un marché sur lequel il faut être extrêmement réactif et c'est pas le seul. Donc ça, je pense que c'est vraiment un frein aussi. Après, l'autre frein, mais ça, j'allais dire, c'est plus dans notre cœur de métier, c'est d'aller trouver le bon contact et le bon partenaire sur place. Mais là, on va être plus à la manœuvre, je pense. Alors, on va revenir à ce que met en place Business France pour accompagner ces entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, parce que je sais que... Bien sûr, oui. Alors, moi, je suis directrice des programmes export, parce qu'en fait, on a plusieurs types de programmes d'accompagnement. L'un des grands programmes, c'est les salons, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on réalise une petite centaine de salons par an. Sur le secteur agroalimentaire en particulier, pour 2026, on aura une programmation de 36 salons, 26 dans le food, 11 dans le VSBC. Alors cette programmation, on la discute en amont, on la discute avec tout le monde, on la discute en club export aussi, pour savoir quelle va être la bonne programmation, parce que le sujet, c'est de fournir le bon accompagnement au bon moment sur les bons marchés pour l'entreprise. Donc on va discuter de cette programmation un petit peu avec tout le monde, avec les régions également. On va discuter de cette programmation vers le mois de juillet pour l'année, là on l'a fait pour 2026, pour savoir quels seront les collectifs régionaux qui nous accompagneront sur tel ou tel salon, savoir si ça correspond aux besoins des entreprises. On a parlé pas mal d'élevage, donc à titre d'exemple, on a quelques salons aussi sur l'élevage en Chine, sur le China Animal Exhibition, à Chengdu, au Vietnam, Vive Europe bien sûr, dans les Pays-Bas, et puis d'autres salons sur l'alimentaire, Gulf Food, Anuga, etc. Donc on a une programmation qui répond, je pense, aux demandes des entreprises. À côté de ça, il y a bien sûr d'autres choses un petit peu moins lourdes, j'allais dire, en termes d'accompagnement, sur des business meetings, sur des dégustations. Dans le secteur du vin, on a beaucoup de dégustations de vin, avec le souci aussi d'aller ouvrir sur de nouveaux marchés. En 2025, on en a fait sur des marchés qui n'étaient pas les marchés habituels, en Asie centrale, au Kazakhstan, dans les pays baltes, parce qu'il faut aller justement chercher des relais de croissance sur des marchés de conquête comme cela pour diversifier. Puis on a des invitations d'acheteurs aussi. Alors j'entendais le collègue espagnol qui parlait de ça. Justement, c'est un très bon levier pour ne pas faire déranger l'entreprise, mais faire venir les acheteurs à l'entreprise sur les salons en France, par exemple. Le souci pour nous aujourd'hui en tant que Business France, on parlait de l'élevage justement, c'est que par exemple sur 2026, on ne sait pas si on va avoir les moyens d'inviter des acheteurs sur les salons comme le Sommet de l'élevage ou le SPACE,
pour des raisons financières, parce que le programme d'invitation d'acheteurs, il était financé par le programme Oser l'export, mis en place il y a 2-3 ans par le ministre Olivier Becht, qui n'est plus financé aujourd'hui. Donc nous, en tant que Business France, on n'a pas forcément les moyens de faire des invitations d'acheteurs sur tous les salons qu'on voudrait faire. J'ouvre la petite parenthèse sur la baisse de 20% du budget, de la subvention accordée à Business France. Donc voilà, tout ça fait qu'on ne peut pas forcément faire la même chose. Mais c'est vrai que les invitations d'acheteurs, c'est aussi quelque chose qui est très important pour mettre le pied à l'étrier des entreprises. Et dernier point, parce que justement, l'entreprise qui n'a pas les moyens de faire le salon, de faire la mission de prospection, elle peut aussi être présente sur la marketplace Business France, puisqu'on a une marketplace qui est gratuite, où les entreprises peuvent exposer leurs produits, et sur laquelle vont venir s'inscrire des acheteurs étrangers. Alors, des acheteurs étrangers, on les valide parce qu'ils sont validés par nos bureaux à l'étranger dans les 53 pays dans lesquels on est présent. Donc, ils s'inscrivent et nous, on les a screenés. Ce sont des acheteurs réels et on fait de la mise en relation tous les jours. Il y a à peu près 2 ou 3 mises en relation d'entreprises tous les jours qui se font sur la marketplace. Et ça, c'est une façon, j'allais dire sans frais, si ce n'est le temps qu'on y consacre, d'avoir une visibilité, d'avoir une caisse de résonance, même si on fait d'autres actions à l'export, d'être présent sur cette marketplace sur lesquelles tous les acheteurs peuvent venir vous voir. Donc vous avez évoqué quelques pistes. Il faut être inventif aussi, il faut être prospectif. Vous évoquez de nouvelles géographies notamment. Les nouvelles géographies. Alors, il n'y a pas que les nouvelles, d'ailleurs, parce qu'on a parlé d'Europe pas mal, mais il y a aussi des marchés sur lesquels il faut réinvestir. Je discutais il y a une quinzaine de jours avec notre directeur pays en Italie qui disait « mais moi, je ne vois pas assez de boîtes françaises dans le secteur alimentaire en Italie. J'ai besoin de pouvoir apporter aux Italiens les terroirs français. Ils sont très friands de ça. » Et c'est pas parce que c'est l'Italie, peut-être que ça fait peur parce que c'est la concurrence, mais au contraire, les Italiens, eux, la nourriture italienne, ils l'ont. Donc, ils sont très friands d'aller chercher la nourriture française des territoires et donc là, les productions alimentaires. Voilà, réinvestir aussi ces marchés-là. Cette fierté qui a été évoquée. On va aller très rapidement parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, voilà, je vais devoir abréger cette table ronde et vous remercier beaucoup à tous. Peut-être quand même, je voudrais rebondir parce que sur chasser en meute, oui. Ce que vous avez dit, Laurence. Il y a ici le président du CIAL, qui est dans la salle. On déplore toujours, qu'on a plus d'exposants italiens au CIAL que d'exposants français. Alors, je pense qu'une des meilleures initiatives que vous faites, c'est amener des visiteurs étrangers visiter le CIAL, qui est un des plus grands salons agroalimentaires du monde. On prend des initiatives, nous, avec Coopération Agricole et avec vous, d'ailleurs, pour mettre le pied à l'étrier à certaines entreprises. On a un stand au CIAL qu'on ouvre gratuitement aux primo-exposants, aux gens qui n'ont pas là. Et avec Nicolas, et là on va retrouver la diplomatie économique, parce que l'Italie soutient énormément son industrie agroalimentaire. À dire vrai, ça leur coûte presque rien d'exposer au CIAL. Et ils chassent en meute parce qu'ils sont toujours sur, et c'est pas vous qui allez me dire que c'est une mauvaise idée, ils sont toujours sur la bannière Italie. En grand, bien signalé, et tous ensemble, région ou pas région, industriels petits ou gros, et ils chassent en meute, ils ont des initiatives extraordinaires, comme tout le monde connaît Italie, IT, E-A-T. Et voilà, alors cette année, diplomatie aidant avec Nicolas, on est très fiers, on a réussi à faire un dîner à l'Élysée pour les clients de la France. Ben ça, c'est de la diplomatie économique. On arrive à avoir les présidents des grands groupes qui sont nos clients mondiaux, parce que quand on reçoit une invitation d'une de nos entreprises, ou même de Business France, ou de l'ANIA, peu importe, on vient ou on ne vient pas. Dominique y était à ce dîner. Quand on reçoit une invitation du président de la République française, on prend l'avion et on vient, et on connaît la France. Voilà. Merci. Un petit peu. Merci beaucoup. Chasser en meute.